Alors le Rambam, alors étude du jour, Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 105, on est le 17 Tishrei 5786. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné au sujet de l'impureté de la matière séminale. Ce commandement inclut toutes les lois relatives à ce sujet. 3 Prakim 17 Tishrei 5786, Sefer Tahara, loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 18. Quel que soit le nombre de doutes et de doutes concernant les doutes liés à l'impureté dans le domaine public, cela est considéré pur. Dans le domaine privé, cela est considéré impur. Quel est le cas? S'il est entré dans un mavoï et qu'une impureté est trouvée dans la cour, il y a doute s'il est entré dans la cour ou non. Une impureté est trouvée dans la maison. Il y a doute s'il est entré ou non, et même s'il est entré, il y a doute s'il y avait une impureté ou non. Et si l'on suggère qu'il y avait une impureté au moment où il est entré, il y a doute s'il y avait la mesure minimale d'impureté pour transmettre l'impureté ou non. Et si l'on suppose qu'il y avait la mesure minimale, il y a doute si c'est une impureté ou non. Et même si c'est une impureté, il y a doute s'il a été en contact avec elle ou non. Ce cas de doute est considéré impur car le mavoï est un domaine privé. Soit 9 grenouilles et un rampant mort au milieu d'elles, dans un domaine privé, et un individu a touché à l'un d'eux, mais ne sait pas lequel. Ce cas de doute est considéré impur. Soit 9 rampants et une grenouille parmi eux, dans un domaine public. Il a touché à l'un d'eux, mais ne sait pas lequel. Ce cas de doute est considéré pur. Telle est la règle générale dans le domaine public. Il est toujours considéré pur, à moins qu'il puisse l'affirmer « je suis certain d'être devenu impur ». Et pour tout doute dans le domaine privé, il est considéré impur, à moins qu'il puisse dire « je suis certain de ne pas être devenu impur ». C'est pourquoi s'il y a des os d'un cadavre qui transmettent l'impureté par le contact et en étant porté, et l'os d'une névéla qui ne transmet pas l'impureté dans le domaine public, ou s'il y a une mode de terre pure et des modes de terre d'un bête apras ou de la terre des nations qui sont impurs, et qu'il a touché à l'un d'eux ou l'a fait bouger, mais qu'il ne sait pas ce qu'il a touché ou fait bouger. Ou s'il a le volume d'une olive d'un cadavre et le volume d'une olive d'une névéla et qu'il a recouvert l'un d'eux, mais il ne sait pas lequel il a recouvert, ou s'il y a les deux chemins, l'un pur et l'autre impur. Il a emprunté l'un d'eux, mais ne sait pas lequel. Ou s'il a touché un homme en chemin, mais ne sait pas s'il était impur ou pur. Ou s'il y avait deux hommes, l'un pur et l'autre impur, et qu'il a touché l'un d'eux, mais ne sait pas lequel il a touché. Dans tous ces cas de doute, il est considéré pur. Celui qui trouve un cadavre étendu sur la largeur de la route après être passé, s'il est entier et étendu d'une extrémité à l'autre du chemin, c'est-à-dire sur toute la largeur, il est impur pour la terouma, car il est présumé l'avoir touché. S'il y avait l'espace suffisant pour passer, ou si le cadavre était coupé ou détaché de sorte qu'il a pu passer entre ses jambes et ses différentes parties, il est pur. Et s'il y avait un tombeau tout au long du chemin, le tombeau uni, toutes les parties du cadavre et même les parties vides font partie du tombeau, et celui qui passe est impur, même s'il est certain de ne pas avoir touché une partie du cadavre, parce que cela n'est pas considéré comme les autres cas de doute, mais il y a présomption qu'il a touché le tombeau. Un rampant mort trouvé dans un mavoï transmet l'impureté rétroactivement depuis le moment où un individu peut affirmer « j'ai examiné le mavoï tel jour et il n'y avait pas de rampant mort », même si on l'a balayé sans l'examiner. Le rampant mort transmet l'impureté rétroactivement, même avant le balayage. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si on l'a trouvé le rampant sec, toutefois, si on l'a trouvé humide, il ne transmet pas l'impureté rétroactivement que depuis le moment où il a pu mourir pour être maintenant humide. S'il y a deux crachats dans un domaine privé, l'un étant pur et l'autre faisant partie des crachats trouvés que les sages ont décrétés impurs, comme nous l'avons expliqué, et un individu a touché l'un d'eux, ou l'a fait bouger, mais ne sait pas lequel, on met en suspens la terouma pour un tel doute. Par exemple, s'il touche la terouma et elle n'est pas brûlée, parce qu'il y a deux doutes qui s'ajoutent. Il y a doute s'il a touché le crachat pur ou le crachat trouvé. Et si l'on suppose qu'il a touché le crachat trouvé, il y a doute si celui-ci est impur ou pur. Si les deux crachats sont dans le domaine public et sont secs et reposent sur le sol, et qu'il touche l'un d'eux, ce cas de doute est considéré pur. S'il porte l'un d'eux, on met en suspens pour un tel doute la terouma, car dès lors qu'il est porté, il n'est pas considéré posé dans le domaine public. Et de même, si l'un d'eux est humide et le crachat humide se colle à lui, la terouma est mise en suspens pour un tel cas de doute parce qu'il n'est pas posé dans le domaine public, de manière à ce qu'un cas de doute soit considéré pur. Mais il est sur son vêtement. Nous avons déjà expliqué que si un individu touche un crachat trouvé en chemin, le porte ou le fait bouger quel que soit l'endroit, dans un domaine public ou privé, on brûle pour cela un tel doute la terouma, comme dans le cas d'Abet Apras ou ce qui est semblable, pour lesquels on brûle la terouma dans un cas de contact certain, quel que soit l'endroit. Soit l'individu aussi
assis dans le domaine public. Un autre individu vient et foule ses vêtements ou crache et le crachat le touche le premier. Pour le doute dont fait l'objet ce crachat, on brûle l'hétéromain, et pour le doute dont font l'objet ces vêtements, on se réfère à la majorité des habitants. Si la majorité des gens de la ville sont impurs, ces vêtements sont considérés comme foulés par un zave. Et si la majorité des gens de la ville sont purs, il est considéré pur. Celui qui a perdu un ustensile et l'a trouvé dans un domaine privé, il est considéré impur par foulage d'un zave et impur par un cadavre. S'il le perd dans le domaine public et le trouve dans le domaine public, la règle suivante est appliquée. S'il le retrouve le jour même, il est pur. S'il le perd le jour et le retrouve la nuit, ou s'il le perd la nuit et le retrouve le jour, ou s'il le perd le jour et le retrouve le jour suivant, il est présumé impur pour avoir été foulé par un zave. Telle est la règle générale. Tout ce qu'il a vu passer la nuit ou une partie de la nuit est impur. S'il a laissé oublier un ustensile dans le domaine public, bien que la nuit soit passée, il est pur. S'il a laissé oublier dans un domaine privé, il est considéré comme impur par le foulage et est immaculé de l'impureté du cadavre. Et pourquoi les sages ne sont-ils pas montrés stricts envers celui qui oublie et laisse comme celui qui perd? Étant donné que cela n'est pas fréquent, ils n'ont pas édicté de décret pour un tel cas. Celui qui perd quelque chose et le retrouve dans sa maison, cela est pur parce que cela est présumé gardé. Celui qui a étendu ses ustensiles vêtements, s'il les a étendus dans le domaine public, ils sont purs. Et s'il les a étendus dans un domaine privé, ils sont impurs. De crainte que des individus impurs y aient touché. Et s'il les a surveillés, ils sont purs. S'ils sont tombés et qu'il est parti les rapporter, ils sont impurs parce qu'il les a perdus de vue. Et de même, celui qui perd ses ustensiles dans un domaine privé, et les retrouve même dans la journée, ceux-ci sont considérés foulés par un zave et impurs par un cadavre, comme nous l'avons expliqué. S'il y a une femme folle dans la ville ou une femme non juive, tous les crachats qui sont dans la ville sont présumés impurs, quel que soit leur emplacement, et ont le même statut que le crachat d'un zave, c'est-à-dire qu'ils ne sont considérés comme impurs par doute. Celui qui a vu ses vêtements foulés par une femme ou elle s'est assise avec lui dans un petit bateau, si elle le connaît et sait qu'il mange de la terouma, ses vêtements sont purs, sinon il doit lui demander si elle est nida. Celui qui a dormi dans le domaine public et s'est levé, ses vêtements sont purs. S'il a touché un individu dans le domaine public dans la nuit, sans savoir s'il était vivant ou mort, et le matin, en se levant, l'a trouvé mort, est impur, car toutes les impuretés sont présumées être dans l'état où elles sont trouvées. Et s'il l'a vu vivant au soir la veille et au matin l'a trouvé mort, c'est un cas de doute dans le domaine public, et par conséquent, il est pur. Celui qui se trouve dans un état de danger dans un domaine privé, il s'évanouit et l'on ne sait pas s'il est mort ou encore en vie. Il est sorti dans le domaine public, puis est entré dans le domaine privé. Lorsqu'il se trouve dans un domaine privé, ce cas de doute dont il fait l'objet est considéré impur. Et lorsqu'il se trouve dans le domaine public, ce cas de doute dont il fait l'objet est considéré pur. Une fois, un individu était en état de danger, l'ont emmené d'une ville à l'autre dans un lit. Et il y avait des groupes de porteurs du lit qui se relayaient, et à la fin, il les trouvait morts. Et les sages n'ont déclaré impur que le dernier groupe. Dans le cas d'un individu impur qui se tenait debout et parlait à côté d'une citerne, et une goutte de salive a été projetée de sa bouche, il y a doute si elle a atteint la citerne ou non. La règle suivante est appliquée. Si c'est une citerne d'huile, ce cas de doute est considéré impur dans le domaine privé. Si c'est une citerne de vin, un cas de doute est considéré pur quel que soit l'endroit, parce que la paroi de la citerne retient la salive et l'empêche de glisser dans la citerne, contrairement à la paroi d'une citerne d'huile qui est sointante. Par conséquent, le crachat a tendance à glisser. Sefer Tahara, loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 19. Soit deux chemins, l'un impur et l'autre pur. Un individu a emprunté l'un d'eux et ne sait pas lequel il a emprunté, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si le chemin qu'il a emprunté est celui qui est impur ou celui qui est pur. Et a préparé des produits purs qui ont été consommés, puis a reçu l'aspersion le 3e et le 7e jour suite à son impureté incertaine. Il a emprunté le second chemin et a préparé des produits purs. Ils sont purs. Toutefois, si les premiers produits purs qui sont présents, les uns et les autres sont mis en suspens, car ils ont forcément l'un des produits qui est impur. Et si ce n'est pas purifié entre-temps, les premiers sont mis en suspens et les seconds sont brûlés, parce qu'ils sont certainement impurs, puisqu'il est lui-même impur, étant donné qu'il empruntait les deux chemins. Et de même, dans le cas où un rampant et une grenouille morte se trouvent dans le domaine public et ne sont pas distinguables et ne sait pas lequel est le rampant. Il a touché l'un d'eux et a ensuite préparé des produits purs. Ils ont été consommés, il s'est immergé à toucher le second, le rampant ou la grenouille et à manipuler des produits purs. Ils sont considérés purs. Et si les premiers sont présents, les uns et les autres sont mis en suspens. Il ne s'est pas immergé entre-temps, les premiers sont mis en suspens et les seconds sont brûlés.
soit deux chemins, l'un impur et l'autre pur. Il a emprunté l'un d'eux et a préparé des produits purs. Et son ami est venu et a emprunté le second chemin et a préparé des produits purs. S'ils viennent au tribunal rabbinique, s'enquérir de leur statut, l'un après l'autre, on donne comme directive à chacun d'eux séparément qu'il est pur. Si les deux viennent au même moment et que l'un vient et s'enquiert de son propre statut et du statut de son ami, il dit, nous étions deux et nous avons emprunté les deux chemins et nous avons préparé deux produits purs. Les deux individus sont impurs et les deux produits purs qui ont préparé sont brûlés. Il en est de même s'ils sont devenus impurs par une impureté légère. Quel est le cas? Soit deux pains, l'un impur et l'autre pur. Il a mangé l'un d'eux et a préparé des produits purs. Et son ami est venu et a mangé le second et a préparé des produits. S'ils s'enquièrent de leur statut, l'un après l'autre, les deux sont purs, parce que c'est un doute d'ordre rabbinique qui fait partie des cas de doute que les sages ont déclarés pur, même dans un domaine privé, comme nous l'avons expliqué. S'ils s'enquièrent tous deux ensemble, ou que l'un s'enquiert de son propre statut et du statut de son ami, les deux individus sont impurs par doute et leurs produits purs sont brûlés, parce qu'il est certain que l'un d'eux est impur, et même si un pain impur est mélangé avec son pain pur, tous sont impurs et doivent être brûlés. Si un pain impur s'est mélangé avec 9 pains purs et que 5 personnes sont venues et en ont mangé 5 et 5 autres personnes sont venues et ont mangé les 5 restantes, les premières 5 personnes sont impures parce qu'elles n'ont pas d'autres personnes à qui imputer la consommation du pain impur, et les 5 dernières personnes sont pures parce qu'elles imputent la consommation du pain impur aux premières personnes. Soit deux chemins, l'un impur et l'autre pur, et les deux hommes les ont empruntés, un homme pur et un homme impur. Même si ce dernier est incertainement impur, celui qui est pur impute l'impureté à celui qui est incertainement impur. Et l'on suppose que celui qui est pur a emprunté le chemin pur et par conséquent est pur. Tandis que celui qui a emprunté le chemin impur, même s'ils viennent ensemble s'enquérir de leur statut. C'est fait à loi relative aux autres pères d'impureté, chapitre 20. Tout endroit qui est défini comme domaine public dans le contexte du Shabbat est également défini comme domaine public dans le contexte de l'impureté. Les 4 coudées qui sont à proximité du domaine public sont considérés comme le domaine public pour ce qui est de l'impureté. De même, un carmélite, par exemple, la mer et les étals où les marchands posent leurs marchandises sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l'impureté. Il y a des endroits qui, bien qu'ils soient un domaine privé concernant le Shabbat, sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l'impureté. Ce sont les chemins qui conduisent aux fosses, aux citernes et aux pressoirs. Et la prairie est entourée d'une clôture durant l'été, une basilique royale, c'est-à-dire un édifice très spacieux, et se tiennent les origes et qui a beaucoup de portes ouvertes au domaine public. Un forum qui est un grand édifice qui a 2 entrées, l'une opposée à l'autre, une cour où le public entre par une entrée et sort par l'autre. Les allées qui conduisent à la mer ou à la rivière, bien qu'elles soient clôturées des 2 côtés. Si beaucoup de gens grimpent par-dessus, les bains d'eau thermique comme les eaux de Tibériade. Et les bains publics, elles sont considérées comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté. Et de même, toute la cour du temple est considérée comme un domaine public par rapport à l'impureté. Les jardins de la ville qui sont traversés par la route de la ville sont considérés comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté. Un jardin, lorsqu'il est gardé, est considéré comme un domaine privé. Et lorsqu'il n'est pas gardé, est un domaine privé par rapport à l'impureté. De même, les grandes basiliques, quand elles sont ouvertes, sont considérées comme un domaine public dans le contexte de l'impureté. Et quand elles sont fermées, elles sont un domaine privé en tout point. Une vallée entourée d'une clôture en hiver est considérée comme un domaine privé en ce qui concerne le Shabbat et l'impureté. Et si elle n'est pas clôturée, elle est considérée comme un domaine privé par rapport à l'impureté seulement. Une vallée qui a vu passer l'hiver après que la clôture ait été érigée est considérée comme un domaine privé par rapport à l'impureté même en été. Qu'appelle-t-on l'hiver? Dès que la seconde pluie tombe, c'est-à-dire à partir de 23 Eshvan. L'espace entre les récipients ronds où sont posés les raisins en attente d'être foulés et les déchets des raisins après le foulage est un domaine public par rapport à l'impureté. Un vignoble devant les vendangeurs, c'est-à-dire où la vendange n'a pas encore été faite, est considéré comme un domaine privé. Le vignoble qui est derrière les vendangeurs, c'est-à-dire où la vendange a été faite, est considéré comme un domaine public en ce qui concerne l'impureté. Quand considère-t-on qu'un vignoble qui a été vendangé est un domaine public? Si le public entre d'un côté et sort dans la direction opposée, c'est-à-dire que ce vignoble sert de raccourci. Les autres endroits, excepté ceux-ci, dont nous avons expliqué le statut, de même qu'ils sont un domaine privé en ce qui concerne le Shabbat. Ils sont un domaine privé par rapport à l'impureté.
Il y a des endroits qui ne sont pas considérés comme un domaine privé par rapport au Shabbat et sont néanmoins considérés comme un domaine privé en ce qui concerne la pureté parce qu'ils ne sont pas communément utilisés. Ce sont les arbres, les trous du domaine public, bien qu'il n'ait pas une surface de 4 tépharim sur 4. Quel est le cas? Un arbre qui se trouve dans le domaine public avec une impureté à l'intérieur dans le feuillage. Si un individu monte à son sommet et qu'il y a doute s'il a touché ou non cette impureté, ce cas de doute est considéré impur. S'il introduit sa main dans un trou dans le domaine public où se trouve une impureté et qu'il y a doute s'il a touché ou non l'impureté, ce cas de doute est considéré impur. Un magasin qui est impur, c'est-à-dire qu'il y a un cadavre à l'intérieur qui transmet l'impureté par la tente et ouvert au domaine public. Il y a doute s'il est entré ou non. Ce cas de doute est considéré pur car tout le magasin est considéré comme un rampant mort posé dans le domaine public cas pour lequel s'il y a doute concernant un contact avec celui-ci, cela est considéré pur. S'il y a deux magasins, l'un pur et l'autre impur, et qu'il est entré dans l'un d'eux, mais qu'il y a doute s'il est entré dans le magasin impur ou dans le magasin pur, ce cas de doute est considéré impur, parce que c'est un doute concernant un domaine privé, car le magasin est un domaine privé, et de même, dans le cas d'une vallée, en hiver, où se trouvent plusieurs champs, parmi lesquels un champ impur et un champ pur. Et il dit, je suis entré dans cette vallée, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ ou non. Ce cas de doute est considéré impur, car un cas de doute concernant une impureté dans un domaine privé, même s'il s'agit d'un doute concernant l'entrée dans le domaine privé, est considéré impur. Un endroit qui était un domaine privé et qui est devenu un domaine public, et qui est redevenu un domaine privé quand il a le statut de domaine privé. Un cas de doute est considéré impur, et quand il y a le statut de domaine public, ce cas de doute est considéré pur. Les objets qui sont dans le domaine public sont considérés comme le domaine public. Comment cela s'applique-t-il? Soit une caisse qui se trouve dans le domaine public à une hauteur de 10 tépharim, ceci étant la mesure d'un domaine privé, avec une impureté à l'intérieur. Il y a doute s'il a touché ou non la caisse. Ce cas de doute est considéré pur. S'il a introduit la main à l'intérieur d'elle et qu'il y a doute s'il a touché ou non l'impureté, ce cas de doute est considéré impur. S'il y a un récipient en pierre posé sur son épaule avec un pain de terouma enveloppé de libère ou de papyrus à l'intérieur du récipient et qu'il y a doute si un autre individu peut être impur pour la terouma, elle a touché le pain ou non, ce cas de doute est considéré impur. Si un âne haut de 10 tépharim se trouve dans le domaine public avec une impureté au-dessus de lui et qu'il y a doute si l'individu a touché ou non cette impureté, ce cas de doute est considéré pur. S'il a étendu la main sur lui et qu'il y a doute s'il a touché ou non l'impureté, ce cas de doute est considéré impur parce qu'il a étendu la main dans l'espace d'un domaine privé. Et de même dans le cas d'un rocher posé dans le domaine public, haut de 10 tépharim avec une impureté au-dessus de lui et qu'il y a doute si un individu a touché l'impureté ou non, ce cas de doute est considéré pur. S'il monte sur le rocher et qu'il y a doute s'il a touché ou non l'impureté, ce cas de doute est considéré impur. Si un zav chevauche son âne et qu'un autre individu pur chevauche sur son âne et qu'il passe en chemin, il y a doute si l'individu pur a touché le zav ou non. Ou si un enfant impur est sur les épaules de son père et qu'un enfant pur est sur les épaules de son père et qu'ils marchent l'un à côté de l'autre. Il y a doute si l'enfant pur a touché l'enfant impur ou non. Ou s'il a un paquet qui se trouve sur son épaule et qu'il y a une goutte de salive collée au mur. S'il y a doute si le paquet a été en contact avec la goutte de salive considérée impure ou non. Ou si des ustensiles, vêtements sont étendus dans le domaine public à plus de 10 tépharim de hauteur et qu'un individu impur passe, il y a doute s'il a fait bouger ou non les vêtements. Tous ces cas de doute sont considérés purs. Fin des lois relatives au pain d'impureté avec l'aide de Dieu. Amen.